c'est 3 questions, en fait. Les questions qu'on a abordées ce matin à travers... toujours pas de son? Élodie, toujours pas de son? Si, on vous entend correctement en Ok, ligne. merci. J'ai perdu le fil. Alors, donc, oui, je voulais vous proposer 3 questions en guise de conclusion qu'on aura abordées à travers les interventions de la journée et ce qui me permet de remercier vraiment toutes les intervenantes qui ont partagé leurs travaux et leurs connaissances et surtout les personnes qui ont participé à la discussion pour aller plus loin et explorer ces enjeux ensemble. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont rendu cette journée possible, notamment Katia qui est ici avec nous et l'équipe technique, ainsi que Unicancer, le laboratoire SAGE, les collègues du groupe de travail de l'UCOM et surtout voilà, vous les participantes et les participants. Juste un petit mot avant de continuer, n'hésitez pas à parler de cette journée dans vos services, à consulter les posters et à diffuser les travaux et les connaissances qu'on a partagées aujourd'hui. C'était vraiment le but de cette journée que de rendre disponibles et accessibles les travaux qu'on mène en santé et les différentes manières de collaborer avec les professionnels de santé, les associations et les malades. Donc les 3 questions que je vous proposais pour conclure, c'était d'abord que font les sciences sociales sur les cancers. On a vu aujourd'hui qu'elles éclairent les expériences et les pratiques. Elles donnent à voir les points de vue des différentes personnes, des groupes, des institutions. Elles permettent de mieux comprendre des situations, les enjeux et les problèmes qui se posent aux malades et aux équipes. Et c'est notamment ce qu'ont montré les exemples des différents travaux qui ont été présentés aujourd'hui. Les sciences sociales, elles n'ont pas pour objectif, comme on l'a dit, de proposer des travaux qui sont avec des échantillons représentatifs, mais néanmoins, on peut monter en généralité, on peut théoriser et on peut parler du tout à partir des travaux de sciences sociales. Et comme ont bien montré les travaux d'aujourd'hui. La deuxième question, c'est quel est le rôle des sciences sociales? Alors, les avis sont partagés, même entre les personnes qui font des sciences sociales, parce que les modes d'engagement des chercheuses et des chercheurs avec leur terrain, et le leur serait en guillemets, parce que nos terrains ne nous appartiennent pas, mais les modes d'engagement avec les terrains d'enquête sont variés. Et je pense qu'on a réussi aujourd'hui à parler des sciences sociales tout en montrant l'hétérogénéité des approches de sciences sociales et des travaux que l'on mène. Mais je pense notamment à un article de Didier Fassin de 1999 qui s'appelait L'anthropologie entre engagement et distanciation, qui montrait qu'il y a en fait différentes manières d'être anthropologue, mais aussi sociologue, sur les terrains, en étant plus ou moins engagé avec plus ou moins de distance par rapport à ces objets. On a vu aujourd'hui qu'un des rôles qu'on nous attribue, c'est d'être la méthodologiste, celle à qui on demande d'améliorer les dispositifs méthodologiques, rendre les études plus acceptables, plus faisables, plus rigoureuses. Un autre rôle qu'on nous attribue, c'est celui de consultante, c'est-à-dire celle qui répond à une question que posent les acteurs des institutions, qui propose des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent en clinique ou en recherche clinique, par exemple l'acceptabilité d'un essai, l'observance, etc. Un autre rôle, c'est celui de la collaboratrice. Alors, je parle au féminin parce qu'on était essentiellement des intervenantes aujourd'hui. La collaboratrice, ce serait le rôle de celle qui va produire des connaissances dans des dispositifs de recherche clinique, à la fois fondamentales et d'utilité clinique. Et la chercheuse, donc un dernier rôle qui va observer et poser des questions ancrées dans les sciences sociales, c'est-à-dire parfois en décalage avec les priorités cliniques, et qui va, normalement, diffuser les connaissances qu'elle produit. Ce dernier point-là, je pense qu'on peut peut-être y revenir dans la discussion, en réponse à
quelque chose qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, qui est la différence entre la temporalité de la clinique et la temporalité de la recherche. C'est comment est-ce qu'on peut travailler ensemble quand on veut concilier le temps long de la recherche en sciences sociales et le temps de l'urgence de la clinique. Troisième et dernière question, quels sont les apports des sciences sociales pour la lutte contre les cancers? Parce que c'est aussi pour ça qu'on était là aujourd'hui. Alors on sait l'injonction des financeurs de la recherche contre le cancer à inclure du CALI, comme on dit, enfin comme ils et elles disent plutôt, ou des sciences sociales dans les études. La question c'est comment y répondre ensemble ou pas. Les apports des sciences sociales dans la lutte contre les cancers, c'est aussi et surtout mieux comprendre des phénomènes qui vont importer aux équipes d'oncologie. Mieux comprendre les expériences des malades, mieux comprendre le rôle des aidantes et des aidants, des rapports au corps, à la médecine, à la prévention, les inégalités sociales de santé. Et à partir de ces connaissances-là, qu'il nous revient à nous d'expliquer et de transmettre et de diffuser, de permettre aux équipes ensuite, elles, de concevoir les interventions, adapter les pratiques pour lutter contre les cancers. Les apports des sciences sociales pour la lutte contre les cancers, c'est aussi mieux comprendre le travail de soins. On l'a un peu moins abordé, même si on a quand même parlé de la médecine comme culture des équipes de santé. Mieux comprendre le travail de soins, c'est aussi mieux comprendre les contraintes qui vont peser sur les services hospitaliers et l'effet sur les prises en charge et les agents. On était essentiellement des anthropologues aujourd'hui à intervenir. Moi qui suis un peu plus sociologue, en sociologie, par exemple, sociologie de l'hôpital, on va s'intéresser aussi au système de soins, aux contraintes budgétaires, managériales qui vont poser sur les équipes, notamment ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique à l'hôpital, les contraintes, voilà, la tarification à l'acte. Donc, mieux comprendre le travail de soins, c'est aussi mieux comprendre l'évolution du système de soins, le rapport soignant-soigné, la collaboration entre les professions et les spécialités, par exemple les manières dont travaillent ensemble ou non les gériatres et les chirurgiens en oncogériatrie. Enfin, les sciences sociales, elles peuvent aussi elles peuvent aussi permettre de comprendre les rapports sociaux, par exemple ceux qui pèsent sur les relations de travail, de soins, de famille, entre les associations et les investigateurs cliniques, mais aussi entre les institutions de lutte contre les cancers, etc. Mais aussi les rapports sociaux qui encadrent et parfois qui contraignent les relations entre Outre-mer et Hexagone au travers de la politique de lutte contre les cancers, la circulation des experts en oncologie, le statut de région ultra-périphérique, c'est-à-dire les rapports aussi avec l'Europe, parce qu'on a on a parlé de rapports entre département et Hexagone, mais peu du statut de RUP, c'est-à-dire de rapport à l'Union européenne. Donc voilà, de manière un peu trop résumée, peut-être 3 questions et 3 tentatives de réponse à ces questions à partir de cette journée. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre des questions et de débattre peut-être une dernière fois autour des enjeux qu'on a évoqués aujourd'hui. Et puis, s'il y a des propositions pour continuer, remettre, produire éventuellement des supports de formation, proposer des modalités de formation ou enfin, des interventions qui peuvent émerger des différentes discussions. C'est le moment, si vous avez des questions, des propositions, des contributions. Alors, je vois que Mohamed Ketab nous a rejoint, je me permets. Mohamed, on a parlé ce matin de la formation des médecins qui viennent d'Hexagone en Outre-mer et notamment de la formation des internes qui arrivent. Et donc, la nécessité de, non pas former, mais au moins d'informer les jeunes arrivants aux particularités de l'exercice de la médecine, par exemple à La Réunion. Et je sais qu'à La Réunion, il y a un module de formation qui se met en place. On a perdu le son ? Bonjour, merci de m'avoir donné la parole et merci de cette très belle journée.
qui était très riche hein, de partage d'expériences. Effectivement, peut-être répondre à la question de la formation. Et je vois Daughters Unique qui est présente et elle était bien avant moi en termes de construction effectivement des filières, notamment pour les internes. Et le constat, tu l'as évoqué, c'est que on a que ce soit les jeunes en formation et même les remplaçants, ceux qui viennent travailler aussi s'installer, on a cette difficulté de culture, ou plutôt d'une formation, entre parenthèses, culturelle du lieu où on va exercer. D'où la réflexion a été incluse dès le départ avec l'équipe d'Anthropo ici pour voir comment on peut améliorer les choses, comment on peut proposer une mini-formation, information effectivement pour que nos soignants puissent avoir des outils utiles pour comprendre le contexte, le patient, sa culture et son environnement. Et je pense que ça a été évoqué largement durant cette journée. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire exactement la même chose comme les fonctionnaires. Quand les fonctionnaires arrivent dans les Outre-mer, ils ont une formation et c'est fait par les anthropologues locaux. Et je me pose la question, pourquoi pas pour les soignants qui arrivent à l'île, sur les îles ou en Outre-mer, pour qu'ils puissent avoir ce bénéfice. Merci Mohamed. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Et si vous préférez ne pas les faire à l'oral, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à prendre la parole. Ruby, je vois que tu as levé la main. Deux mains même. Ah, j'ai pas fait exprès de lever 2 mains. Oui, c'est plutôt, merci Méwine pour ta conclusion. C'est plutôt une question adressée. Vous m'entendez? Oui. Allô? Ouais, ok. C'est plutôt une question adressée à donc nos collègues soignants ou associatifs dans la salle ou dans la salle virtuelle, puisqu'il me semble qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de ce qu'étaient nos disciplines, ce qu'on était en mesure de faire ou ce qu'on n'était pas en mesure de faire, de la manière dont on a été sollicité jusque-là par soit des chercheurs en sciences dites dures, soit des médecins pour apporter notre contribution. Et donc, en fait, j'aimerais bien profiter de cet espace pour vous retourner la question et vous demander directement, au-delà de nos expériences passées de recherche, qu'est-ce que vous, qui êtes présents ici aujourd'hui, vous attendez en fait des anthropologues que vous sollicitez, de quelle manière on pourrait répondre à vos besoins, et plus spécifiquement par rapport au format de la journée qui a été proposé aujourd'hui, est-ce que finalement ça répond à vos attentes ou est-ce que peut-être vous êtes plus en attente de création de formation, peut-être par la production de policy briefs qui vous donneraient des espèces de fiches synthétiques contextuelles. Enfin, voilà, je serais curieuse de savoir quelles sont vos attentes à notre égard. Si quelqu'un veut répondre en prenant la parole. Alors bonjour, donc Annabelle Davidas. Donc je fais partie de la fédération Amazon Martinique, mais je suis avant tout. Alors j'ai été touchée par la pathologie cancéreuse, précisément un cancer du sein. Et je viens de la Martinique et au sein de l'association Amazon Martinique, je suis chargée de la relation soignante et de l'accompagnement des femmes. Donc Ruby Lecoq, donc je suis bien heureuse, contente de vous voir. Je pense que nous prendrons contact avec vous au niveau de l'association Amazon Martinique, puisque certains thèmes qui ont été abordés aujourd'hui touche beaucoup les femmes, en tout cas, que nous accompagnons au sein de notre association, en tout cas sur la Martinique. Et certaines problématiques reviennent assez souvent. Et je trouve que cette approche très enrichissante que vous avez apportée tout au long de la journée, que ce soit le sociologue, anthropologue, donc permettent aussi d'avoir des pistes, sans doute, de recherche qui devraient être poussées, parce que des chiffres, nous peinons, à avoir des chiffres, des remontées de chiffres au niveau des instances, en tout cas sur la Martinique, même pour évaluer le taux de cancer par catégorie, en gros. Voilà. Et nous aimerions aussi rencontrer une spécialiste telle que vous,
voilà, Ruby Lecoq, pour pouvoir venir et essayer de mener des travaux avec les femmes que je pense qui seront partie prenante, puisque ce matin, comme elle a si bien touché le sujet, Madame Mulot, en parlant des pratiques religieuses, j'oublie le nom exact, et tout ce qui est méfiance et qui ramène vers des déviances, vers des pratiques qui sont parfois non conventionnelles, mais pas accompagnées avec le corps, sans accompagnement, pardon, du corps médical. Voilà, donc pour essayer de ramener ces femmes, recréer de la confiance et voilà. Voilà. Merci. Je vais essayer d'être rapide cette fois-ci, faire 3 interventions. Suite à ce que c'est pas possible, vous rigolez déjà. Bon, suite à ce qu'a dit Mohamed Ketab, je réagis juste parce que je crois que nos travaux ne s'adressent pas qu'aux médecins métro qui arrivent aux Antilles. Nos travaux s'adressent aux soignants, aux médecins, à tous les soignants, aux Antilles, dans les Outre-mer, qu'ils soient métro ou locaux. Et justement, si l'on considère qu'on s'adresse essentiellement au métro, on reste dans la dichotomie culturelle. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de cette idée qu'on est là pour principalement éclairer les métros, parce qu'on est là aussi pour accompagner les soignants antillais, qui sont, on l'a dit, Valélia l'a dit, dans ces conflits aussi entre culture et éthique de soins. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que vous venez de dire sur le cancer. Votre toute première phrase m'a fait penser qu'il y a une chose dont on a peu parlé, c'est la production des données quantitatives sur lesquelles on s'appuie. Vous avez vu dans toutes les présentations, on a donné des éléments de contexte statistique quand même, épidémiologique. Je trouve moi j'ai été confrontée à une difficulté, c'est d'avoir les mêmes données épidémiologiques pour tous les Outre-mer. Les mêmes indicateurs. Déjà, rien que ça. C'est pas possible. J'ai fait un article sur le Covid dans les Outre-mer qui m'obligeait à regarder les prévalences des comorbidités, avoir des données communes sur le diabète, avoir des données communes sur l'hypertension, l'obésité. L'obésité et surpoids, c'est ce qui est le plus simple. Mais alors le reste, il n'y a pas 2 organismes qui produisent les données de la même façon. Alors, si on met la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, alors là, on est dans la diversité la plus totale. Il y a quelque chose d'assez cohérent entre Guadeloupe, Martinique, Guyane, et encore Guyane, c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc moi je trouve qu'il y a quelque chose à interroger là aussi dans ce genre de rencontres. C'est sur quelles données on s'appuie, où sont-elles produites, par qui, et comment sont-elles centralisées. Moi je trouve qu'il y a un enjeu là de centralisation, de mettre ces données dans un espace commun pour tous les Outre-mer. Ça montre en même temps la première chose que je disais, c'est que la catégorie Outre-mer est caduque et que du coup, on a du mal à avoir des données comparables parce que la catégorie est caduque. Et puis l'autre chose par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'il existe des registres du cancer dans chaque département. Je ne sais pas si vous travaillez avec déjà, et je pense... Je vois excusez-moi, je vois le sourire de la dame. Ok, bon alors je vais pas dire ce que j'allais dire. Attendez, comment je vais le dire Il y a une étude en Martinique qui montre que face au retard à la prise en charge des personnes diagnostiquées, qui ont des pathologies cancéreuses et qui doivent être suivies, il y a des recours alternatifs assez aléatoires vers des comment on appelle ça, vous savez, des thérapies religieuses, les thérapies de conversion religieuse, là, comment on appelle ça? Oui, non, mais ça porte un nom, vous savez, qui propose aux gens, je ne sais pas si c'est de la conversion, mais j'oublie le mot, qui propose juste aux gens une prise en charge de leurs problèmes par la religion. Et donc, ça peut être évangéliste, adventiste, ou je ne sais pas, je ne m'y connais pas. Et avec tout un tas d'offrandes et d'affaires en argent, et des gens qui du coup perdent une fortune pendant le temps d'attente de leur
leur rendez-vous à l'hôpital. Et une fois qu'ils ont dépensé cet argent, sont captifs du système alternatif et ne reviennent pas forcément vers le système médical, puisque vu qu'ils ont investi, voilà. Donc il y a aussi tout ce travail-là qui peut être intéressant à faire sur la prise en charge douteuse, probablement, et hors institution, qui éloigne les patients de leur traitement. Merci. Donc, sur la partie chiffres épidémiaux, c'est tout à fait vrai. Hein. On a au sein du COM un GT4 qui travaille sur l'épidémiologie et avec des référents dans chaque territoire ultramarin. Donc, on espère bien, grâce à ces professionnels de santé publique, France et ces professionnels épidémiologistes, avoir des données bientôt pour tous les territoires en termes de cancérologie. Pour aller un petit peu plus loin dans la réponse à Ruby sur qu'est-ce que les cliniciens attendent des chercheurs en SHS, là aussi, au risque de me répéter, il y a plusieurs objectifs qui me semblent importants à considérer. C'est l'accompagnement des autres GT, encore une fois, dans la manière de porter, de faire de l'aller vers les territoires et les populations atteintes de cancer dans les territoires ultramarins, des idées qui émergeront de chacun des autres GT. Il y a également la formation, je pense qu'on l'a bien pointé aujourd'hui. Au sein du COM, on aspire à faire une formation qui s'appellerait tout bêtement formation UCOM en fait, et dans laquelle il semble évidemment indispensable de mettre une large place à l'anthropologie et aux sciences humaines et sociales du cancer. Donc pour sûr, on vous sollicitera pour ça aussi. Et après, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui se dessine autour des cancers de la femme, avec des problématiques qui sont communes sur le plan épidémiologique à l'ensemble des territoires, et avec une problématique transversale dans la cancérologie de la femme, c'est l'accès aux soins, mais également le dépistage, la prévention. Donc je pense que les cancers de la femme pourraient être un segment de la cancérologie sur lequel on pourrait se déployer collectivement, et ça pourrait être un des fils conducteurs du GT5, je pense. Alors la dernière partie de la réunion d'aujourd'hui, je vous propose pour des contraintes de horaires de train, notamment d'en faire l'objet de la prochaine réunion du GT5. Mais je crois que Alice avait des annonces à faire pour les perspectives, donc je vais lui laisser la parole. Et après, je proposerai à Mohamed, si tu veux bien, dire quelques petits mots de conclusion en tant que vice-président du COM. Merci beaucoup. Oui, c'est simplement pour rapporter un début de discussion qu'on avait eu avec Méoline, Sylvain et Ruby sur peut-être de pérenniser ou en tout cas d'organiser un séminaire. Alors c'est vraiment le tout début, donc il faut voir, voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées, comment c'est faisable, possible, mais voilà, peut-être de faire un séminaire qui serait, je sais pas, peut-être une fois tous les 2 mois ou quelque chose comme ça, alors le thème est encore, est-ce que ça serait santé outre-mer ou cancer outre-mer ou cancer féminin, s'il y a une demande spécifique sur les cancers féminins ou autres. Voilà, mais on voulait voir est-ce que ce format, dans l'idée du format, ça serait peut-être qu'il y ait des chercheurs en sciences sociales et des professionnels et des associations pour chacune des séances qui interviennent. Et donc ça permettrait de continuer en fait le dialogue entre chercheurs, associations et professionnels de santé. Voilà, c'était notre proposition. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses. Sylvain, si vous voulez parler. Non, bah, c'était pas sur ça. Là, je pense que tu as tout dit, mais je sais pas si on a peut-être pas. Ouais. Bon. Non, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit dans deux sens. Je voulais aller un cran plus loin sur la question de la formation. Il y a une réforme de la formation des étudiants en médecine, et je pense que la question de la formation vis-à-vis des territoires d'outre-mer, en fait, elle s'adresse à tous les médecins, parce que potentiellement des médecins qui travaillent dans l'Hexagone pourraient être amenés à rencontrer des patients qui viennent des Vassanes, qui viennent d'outre-mer, etc. Et je pense que d'une certaine manière, une première étape, c'est aussi d'en parler dès le début de la formation, potentiellement à tous les médecins. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que sur la question, effectivement, je suis moi-même impliqué dans un groupe de travail à Unicancer sur développer des outils
de collecte pour faciliter les collectes de données en sciences humaines et sociales, la passation de questionnaires. Et en fait, je me rends compte que autant on a bien parlé d'adapter ces outils à la situation de la pédiatrie, mais on n'a jamais parlé, et on commence à adapter ces outils à l'international, mais en fait, on n'est pas passé par l'étape outre-mer. Et je me dis, c'est vraiment dommage que et qu'un des liens, c'est que peut-être dans la même maison qu'est Unicancer, ces outils, donc voilà, je me ferai la voix là-dessus, mais en tout cas, c'est pour vous dire aussi que ces outils sont en cours de développement, mais ils existent quand même, et voilà, il y a plein d'initiatives aussi, côté INSERM, on en parlait sur les notes d'information, enfin, je pense que voilà, faire reconnaître aussi la place des Outre-mer passe aussi par toutes ces initiatives, et pour ce qui me concerne, en tout cas, j'en porterai la voix, mais la discussion est ouverte. Merci Sylvain. Je voulais dire un dernier mot sur cet enjeu que je trouve intéressant entre les temporalités de la clinique et les temporalités de la recherche, que ce soit la recherche en médecine, en santé publique ou en sciences sociales, parce que Marc, tu posais une question qui était tout à fait légitime, c'était comment on travaille ensemble alors que nous on a besoin de résultats maintenant et que vous mettez des mois à faire des ethnographies. Je résume grossièrement. Mais je pense qu'une des réponses à cette question, c'est, et c'est ce qu'on n'a pas pu, mais on n'a pas tout faire en une première journée, on n'a pas pu nécessairement refléter la diversité des manières de faire de la recherche et des dispositifs de recherche. On a beaucoup parlé d'ethnographie qualitative, le temps long, etc. Mais en sciences sociales, on fait aussi du quanti, on fait aussi du SNDS, on fait aussi de la recherche participative à différents degrés de participation ou de participativité de cette recherche. Et peut-être que justement, faire de la recherche-action, c'est-à-dire une recherche où à la fois on intervient et pas on évalue, mais on fait de la recherche à partir de cette intervention, ça pourrait être une piste pour concilier ces temporalités qui peuvent paraître parfois asynchrones. Et autant il peut y avoir des urgences mais si tu veux y aller, c'est Marc un train à prendre. Donc ça, c'était voilà, une proposition, c'était peut-être de réfléchir à d'autres modalités de recherche, comme la recherche participative ou la recherche action, sachant que la distance et l'inégalité d'accès à la recherche et à l'innovation, elle peut aussi être palliée par ce genre de dispositif-là. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Mohamed, est-ce que tu veux conclure ? De toute façon, merci beaucoup. Merci de cette très belle journée de l'organisation. Merci Marc, Myrine, Alice, Rubis, Sylvain et surtout Katia qui a fait un travail formidable pour l'organisation, la coordination. Et on a bien compris effectivement l'intérêt d'avoir cet espace ou ce type d'espace d'échange entre professionnels pour une thématique, notamment la cancérologie en Outre-mer. Et on voit que UCOM se porte comme catalyseur et créateur de ce type d'espace d'échange. Je pense que les travaux vont continuer, les relations, les liens qui ont été tissés aujourd'hui vont porter leurs fruits en termes de discussion et de richesse d'expérience à échanger. Et je laisse Myrine te dire le mot de la fin. Et l'idée, c'est qu'on puisse apporter ou plutôt que le GT5, le GT Sciences Humaines et Sociales, soit aussi notre fil guide qui va nous guider dans tout ce qu'on est en train de faire en termes de recherche et surtout de voix qu'on est en train de porter au niveau politique aussi pour qu'on puisse défendre nos territoires et la lutte contre les cancers. Voilà, merci à tous et à toutes et je te rends la parole, Myrine. Merci Mohamed. Oui, peut-être que on a peu parlé aujourd'hui de l'UCOM et peut-être que c'est moins connu et que les différents groupes de travail sont moins connus, mais je pense qu'on gagnerait à repenser un petit peu ces groupes et notamment la place des chercheurs en sciences sociales dans ces groupes qui n'est pas forcément voué à rester dans le GT5 parce que c'est libellé sciences sociales. Dans les différentes spécificités ou expertises des personnes qui sont dans ce groupe peuvent aussi éclairer les travaux des autres groupes. Je pense par exemple aux personnes qui travaillent sur les inégalités, sur les parcours. Le groupe parcours de patients pourrait, voilà, tout comme il faudrait inclure les associations dans les autres groupes, et je pense que c'est progressivement le cas pour tous les groupes maintenant. Et peut-être que voilà, ouvrir et expliciter cette proposition que les chercheurs en
sciences sociales ont aussi leur place peut-être dans d'autres groupes, voilà, à peut-être réfléchir ensemble, éventuellement évoquer pendant la plénière. Mais je voulais peut-être, comme mot de la fin, remercier vraiment tout le monde. On était ravis d'avoir autant de personnes en ligne et merci aussi de votre flexibilité pour les changements de planning au cours de la journée. On a particulièrement apprécié, même si je sais qu'en visio c'est moins confortable, le fait de pouvoir laisser le temps pour les échanges au-delà des interventions plus formelles. Ça nous a permis de nous rencontrer et de discuter et d'éventuellement d'ouvrir des pistes pour la suite. Donc j'espère qu'on restera en lien pour la suite des aventures. Voilà, merci à toutes et tous. Merci, bravo, merci beaucoup.